J'avais 11 ans. C'était censé être un très grand jour, le premier rayon de soleil de ma vie enfin depuis ce jour funeste de mai où j'ai perdu mon père. Quand il était à 10 mètres j'ai pensé et vu Satan en personne. Gros, grand, en tenue militaire classique verte, avec une grosse ceinture, habillé comme un sous-officier du génie. Je ne pouvais pas le croire de mes yeux. J'avais refusé de croire la vérité. Je croyais que l'autre grand mince en tenue para était le président. Il était derrière Moussa. Lui il était beau. Un vrai parachutiste ai-je pensé. Comment avait-il osé ne pas porter la tenue des parachutistes? Je voulais le voir en tenue de parachutiste. Au lieu de ça j'avais un gars en face qui ressemblait plus au soldat qui construisait la maternité de Zantiebougou. Je préférais regarder sa petite femme aux gros yeux à côté lui. Elle paraissait douce. C'était déjà mieux. Son soma a dû lui dire de l'épouser pour être président. C'était inacceptable. C'était un nul, j'en étais convaincu. Voilà Moussa venait de perdre un fan et de se faire un ennemi. Il aurait dû s'habiller en parachutiste qu'il était, ou porter son costume de bal sur les photos du comité militaire ou la tenue sur la photo du mince lieutenant portant une arme avec une grenade qui était dans la chambre d'un cousin, un autre fan de Moussa dans les années 70. J'étais pionnier. J'avais passé l'après-midi arrêté juste en face du micro et du couple présidentiel qui sirotait une limonade. Il ne m'a pas vu en 2 heures. C'était trop décevant. En plus de se présenter dans la mauvaise tenue, il ne regardait personne. Je rêvais de lui prendre sa femme pour me venger. Elle allait le liquider dans son sommeil et j'allais devenir président. Nous avons parlé de cette rencontre. J'avais oublié la date, mais Moussa lui s'en souvenait. Il m'a dit en bégayant un peu comme d'habitude le regard fier pour une fois, c'était le 29 décembre 1979. C'était son seul moment gloire face à moi, enfin son premier de la soirée. J'avais déjà mis Mariam dans ma poche en arrivant. Ils ont peur de Moussa, et Moussa a peur de moi, car je suis plus intelligent et plus dangereux que lui. Mariam m'a accompagné jusqu'à la porte. En me levant j'avais tiré Moussa pour le forcer à se lever. Il me dit, j'ai la maladie des vieux parachutistes. Je peux pas me lever facilement après être resté assis longtemps. J'ai fait plus de 1000 sauts, le regard fier encore. C'est vrai ça mérite le respect d'un fan de parachutiste. Au moins là, le petit lieutenant Moussa me battra toujours. J'ai pas un seul saut en parachute à mon actif. J'ai juste les montagnes russes des parcs d'attractions, frissons garantis. Mariam m'a demandé de ne pas oublier Moussa et de venir les voir. Toute ma vie je n'ai vu quelqu'un traiter Moussa ainsi. Tu es très bon pour Moussa. Reviens voir Moussa. C'est vrai qu'elle n'avait jamais vu personne gronder Moussa pour une fois copieusement afin de le soulager un peu en prenant sur lui la responsabilité de ses fautes en plus. Il est plus habitué à voir les subordonnés ou les amis, pas ses chefs généraux qui peuvent aller le gronder chez lui devant sa femme et ses enfants. Ma douce Mariam, j'ai été très occupée ces derniers temps. Beaucoup de va-et-vient entre Paris et Bamako. Je pensais le 21 mars 2012 aux premières heures de la mutinerie que ton petit lieutenant voulait encore se mesurer à moi pour prendre sa revanche. Il aime trop le pouvoir. En entendant les coups de feu, je le voyais nettement avec un fusil à la tête des mutins. Je criais tout seul chez moi en disant que je l'avais déjà éliminé du jeu, qu'il n'était pas de taille, et que j'allais le battre à nouveau avec ses propres armes. J'ai compris très vite qu'il n'y était pour rien et n'était ni de près ni de loin lié à la mutinerie. Dis à ton petit lieutenant parachutiste que le vrai général d'armée arrive bientôt et de mettre une tenue décente cette fois-ci. Je ne tolère aucune indiscipline en la matière. Il a assez payé sa négligence de la première fois. Une armée sans discipline c'est pas une armée. Des officiers habillés négligemment ça fait désordre. Que mes hommes se permettent de faire la politique alors que j'ai besoin d'eux sur le front c'est inacceptable. C'est ton mari qui a amené tout ça dans ce pays. Même ATT et Alpha sont ses élèves et ses protégés. En plus des siennes, il est responsable à mes yeux des bêtises de ces deux-là.
Ce sont ses protégés avant d'être les miens. Ce sont ses hommes à lui. Et lui il est sous mon commandement depuis toujours. Tu me prépares le tot avec sauce gombo comme promis. Dis à Moussa de faire gaffe à sa tenue cette fois-ci. Un officier qui se laisse aller, ça fait pas honneur à l'armée. Il sait à quel point je suis méchant et très rancunier face à l'indiscipline de mes hommes. Après la rencontre malheureuse de 1979, quand tous les vieux des 77 localités du Tiendougou furent arrêtés pour remplir toutes les prisons de la région de Sikasso pendant 2 mois, humiliant des vieillards de plus de 80 ans dont certains en sont morts de mauvais traitements ou de sentiments d'humiliation en prison ou quelque temps après leur libération sans jugement, alors la coupe était pleine. J'ai fait le serment d'avoir sa peau en lui faisant payer son oubli des valeurs sacrées. On l'aimait tous au Tiendougou comme s'il était l'un des nôtres. C'était notre esclave. Il pouvait pas nous faire ça. Moussa m'a dit, je n'étais pas au courant. Je ne sais pas où se trouve le Tiendougou. Je lui dis, tu ne saurais pas par hasard le nom du grand-père de ton grand-père. Il a souri. Il ne savait pas. Comment peux-tu diriger le Mali alors que tu ne connais même pas le nom du grand-père de ton grand-père? Je déroula ma généalogie devant lui. Je lui dis, en d'autres temps, je t'aurais pris ta femme et tes enfants, et t'aurais vendu pour m'acheter à boire. L'assistance était subjuguée pendant environ 1h30. Ce Minus avait osé organiser son salon exactement comme quand il était président à Koulouba, pour me recevoir oubliant que je l'avais défait depuis longtemps. À lui tout seul un fauteuil de 3. Et moi un fauteuil de 2 places seulement à sa droite, et Mariam à sa gauche. J'ai ignoré le fauteuil que Moussa m'avait réservé. Je me suis assis en me collant à lui. Parfois le bras autour de son cou. On avait besoin tous les deux de cette rencontre. Quand on s'affronte durement, on se respecte entre combattants malgré l'horreur de la guerre, car le souvenir de l'inoubliable nous relie à jamais. On ne peut fêter ses propres exploits sans reconnaître la qualité de l'adversaire. C'est quelque chose que ceux qui n'ont jamais combattu ne peuvent comprendre à l'instar de Oumar Mérico ou de Tablé Dramé qui se la coulaient douce loin des coups de feu, prêts à se jeter sur le premier micro dès le retour au calme. Mon plan était bon car j'ai toujours aimé l'armée, et Moussa était mon idole quand j'étais enfant avant notre rencontre infructueuse de 1979, et je lui suis encore aussi reconnaissant pour l'arrestation de Modibo Keïta qui a assassiné Fili Dabo Sissoko en 1964, mis fin au multipartisme, et harcelait le peuple avec ses milices jeunes, analphabètes, cruel et corrompu, en piétinant les valeurs de respect envers nos anciens, nos coutumes, nos autorités traditionnelles et nos identités. C'est mon amour pour l'armée qui m'a permis de lui faire confiance dans mon plan pour arrêter Moussa. Je te pardonne, tu étais à mes ordres, comme ton patron que tu as bien fait d'arrêter. Derrière chaque victime il y a un bourreau. Je suis ta victime et ton bourreau. Toi tu es la victime et le bourreau de Modibo. Nous ne formons que la même personne tous les trois Moussa. Tout est dans les chiffres 19-3-10. Je suis aussi coupable pour les crimes de Modibo Keïta. Vous étiez tous à mes ordres. C'est moi le responsable de tout, Moussa. Quelle idée stupide et par quel manque de respect de transformer un parachutiste à plus de 1000 sauts en instructeur de civils ignorants pour malmener et humilier les paysans, les soldats et les officiers. Le lieutenant Moussa n'était pas le plus gradé face au capitaine Yoro Diakité, Malik Diallo et Charles Samba Sissoko. Il n'était ni le plus âgé ni le plus ancien dans le grade parmi les 11 lieutenants. Ses qualités militaires ne faisaient pas non plus la différence entre lui et les autres. Il était chef milicien. Il était celui qui avait le plus de pouvoir parmi eux. Autant des ignorants de l'USRDA qui se prenaient pour des savants, il aurait pu faire arrêter quasiment tous les officiers qui étaient dans le coup, peut-être en dehors du capitaine Charles Samba Sissoko, alors aide de camp de Modibo Keïta qui se fera muter à Tombouctou quelques semaines avant le coup d'État, et qui fut remplacé par le capitaine Abdoulaye Wolo Guem comme aide de camp du président Modibo. Wolo Guem qui deviendra ministre délégué à la défense de Moussa dans les années 1980,
fut d'ailleurs arrêté en même temps que le président par l'adjudant-chef commando parachutiste Souganlo Samake entre Koulikoro et Bamako le 19 novembre 1968, mettant fin à 10 ans de dictature sanglante commencée le 19 août 1958 et dont le point culminant fut l'assassinat de l'idole de mon père, Fili Dabo Sissoko en compagnie de deux autres vieux, Kassoum Touré et Amadou Diko, qui avaient l'âge d'un père. Pour Modibo, à l'instar du président du PSP lui-même, ancien président par intérim du gouvernement français pendant 24 heures en sa qualité de doyen du Parlement français, faisant de lui le seul noir à diriger la France coloniale sur ses 2000 ans d'histoire. Le PSP et Fili Dabo avaient eu le malheur de perdre la majorité lors des élections de 1958, incompris par les Maliens trompés par la campagne mensongère menée dans le mépris du peuple analphabète par Modibo et l'USRDA, en trahissant au passage Sékou Touré et la Guinée. En tant qu'instructeur de la milice, Moussa pouvait aller et venir dans la ville sans éveiller de soupçons contrairement aux autres officiers. Il aurait pu s'aborder lui-même le coup à tout moment en faisant arrêter ses propres complices par les miliciens qu'il formait pour surveiller les soldats et les officiers. D'ailleurs, le choix du président ne s'est pas posé à aucun moment durant le coup d'État de 1968. Youssouf a dit que c'était lui qui devait être président, mais que Moussa l'avait coiffé sur le poteau, mais la vérité est que ce n'était que dans son rêve. Moussa les tenait presque tout déjà. Grâce à ses liens dans l'USRDA, il était le plus puissant parmi les 14 officiers. Depuis petit, Moussa rêvait d'être président. Ce qui n'était pas le cas des autres. Il était préparé et prêt pour les diriger. Mais comme on verra plus tard, lui a 32 ans et ses potes dont certains à peine instruits, n'avaient pas le niveau pour diriger sérieusement une armée, ne parlons même pas de tout un pays. Ils se sont surtout fait l'écho du mécontentement des hommes de rang, soldats et sous-officiers méprisés et malmenés par l'USRDA au profit de sa milice formée contre le peuple mécontent et contre l'armée. Moussa fait le dur devant les gens, mais je soupçonne Mariam d'être le chef de la famille, aussi incroyable que cela puisse paraître. Chacun a un chef à la maison. Mariam et moi nous pardonnons à Moussa et moi, pour la mort de notre frère Mamadou Diarra, mort intervenu bien après l'arrestation de Moussa, certainement dans un règlement de compte, à l'instar du ministre Bakary Traoré. Ça n'a jamais été l'œuvre des révolutionnaires qui ont tout bien dormi du sommeil du juste comme des bébés dans la nuit du 25 au 26 mars 1991 après l'arrestation de Moussa à 23 heures par les hommes d'Amadou Toumani Touré en compagnie du reste de l'armée, avec tous ses corps représentés, avec la bénédiction du ministre de la Défense Mamadou Koulibaly, celui-là même qui avait créé la commission ad hoc pour concilier les points de vue de l'AM et du régime durant la fermeture du 23 janvier au 13 février. 1991, période durant laquelle j'écrivis le cahier de la lutte après avoir mis en place le comité de crise de Bozola comme test en début février 1991. À partir de mon second conflit avec Oumar, quand je fis part de l'idée de la révolution, je pris contact avec des leaders de l'ADMA, car Oumar était au CNID. À partir de la Jamana entre dans la danse, en renfort de Soul, Fof et le clan de Léni qui m'avaient soutenu dès le début face à Oumar Meriko qui me marginalisait depuis notre altercation en fin janvier 1991 devant le siège du CNID à propos de Issa Meriko que je cachais chez moi et qui avait été abandonné par l'AM et son propre cousin Oumar qui faisait l'important déjà sans jamais faire quoi que ce soit. Un ouvrier de la 26e heure à l'instar du capitaine Sanogo, et qui est apparu à la télévision en fin d'après-midi du 26 mars 1991, appelant les élèves et étudiants au calme, comme le premier révolutionnaire du Mali, tout frais débarqué et bien reposé de sa douce cachette d'Abidjan, oubliant d'ailleurs qu'il avait dit qu'il n'était pas concerné par la révolution. C'était incroyable d'entendre Oumar Meriko au micro de l'ORTM le 26 mars 1991 sous les ovations de la foule qui ne savait pas qu'il n'était même pas au Mali et qu'il avait combattu la révolution de toutes ses forces jusqu'au bout. Dieu est grand. Le jugement du temps est infaillible. Il n'a jamais dit au peuple malien où il était durant la révolution, mais il se fait plus important que même les martyrs. C'est incroyable. Le temps est venu de payer la trahison de la mémoire des martyrs, camarade Oumar Meriko.
Tu as assez mangé à toi tout seul tout ce qui devait revenir à plus de 100 000 élèves et étudiants en récompense d'une révolution dont tu étais l'ennemi principal. Il fallait rester au Mali, voir le sang pour ne pas vouloir de révolution ni de régime militaire dans ce pays encore. Comment pouvait-il aller à Kati s'il avait vécu la révolution de 1991? Aucune chance. Je ne suis pas allé et aucun de mes camarades qui se sont battus vraiment durant la Révolution, n'y est allé à ma connaissance. Il a essayé de me doubler le 24 mars 2012 exactement comme depuis le 26 mars 1991. Mais là c'était trop. Il a violé les lois de la République. Il voulait prendre le pouvoir à la faveur d'une mutinerie, tout comme Moussa Amara qui a fait comme son père en courant partout et en trahissant tout le monde en compagnie de Yes Samake qui avait déjà trahi son propre oncle et l'URD pour être maire de Wélé-Sébougou. L'AEM n'avait jamais formulé d'exigences politiques ni de menaces contre le régime officiellement avant le 17 mars, car Mériko s'opposait à la révolution par peur des militaires. D'ailleurs après sa démission molle le 17 mars, il avait tellement peur qu'il a insisté que l'AEM ne soit pas gérée par le bureau de coordination dont il était secrétaire général provisoire afin de ne pas être juridiquement responsable de quoi que ce soit. Tout cela s'est passé à l'insu de la base et du peuple. On ne pouvait pas étaler nos divisions internes ni dire que Oumar Mériko s'était mis en marge de l'AEM. C'est moi qui l'ai couvert et protégé contre le lynchage à son retour car beaucoup de leaders de comités de crise l'attendaient de pied ferme. Il suffisait que je dise un peu de mal dans son dos et il était mort. Je ne voulais pas me salir les mains. Si on ne cachait pas sa défection, on aurait apparu divisé et faible devant le régime et devant la base avec autant de massacres. Il y avait déjà 76 morts à 18 h à Bamako le 22 mars sans compter l'horreur des jours suivants et des nombreux décès dans la nuit. Comme il a pris à lui tout seul la gloire de la révolution qu'il a combattue pendant 2 mois et jusqu'au 26 mars 1991, il ne cherche qu'à faire sa révolution. Il n'y a plus aucun risque. Personne n'a besoin de se taire maintenant grâce à la lutte de ceux qui ont affronté l'armée. Oumar Mériko a oublié de présenter les combattants qui lui ont permis de sortir sa famille de la misère. Il était l'un des étudiants les plus démunis du bureau de coordination et le plus peureux parmi les leaders de l'AEM. Che Guevara était lui aussi un médecin d'une famille aisée, un Argentin qui a rejoint les frères Castro en guérilla dans le maquis cubain. Il était et il reste d'une importance capitale pour le Cuba et pour tous les révolutionnaires du monde. Il a combattu avec une arme, il a été ministre de l'Éducation au Cuba, et il est mort avec une arme à la main en Bolivie en se battant aux côtés de paysans révoltés contre le gouvernement. Oumar Mériko était à Abidjan pendant la Révolution après être sorti dans le coffre d'une voiture diplomatique le 20 mars par la frontière Mali-Burkina, à 2 jours du déclenchement des hostilités le 22 mars 1991, non sans avoir déchargé au préalable son bureau de toute implication dans la Révolution et dans toutes affaires concernant l'AEM jusqu'à l'échec de la Révolution qu'il ne croyait pas possible comme tous les vieux leaders politiciens de salon. En se faisant passer pour un révolutionnaire, il a fini par faire croire aux Maliens qu'il n'y a pas eu de révolution véritable ou que c'est un autre pays qui a renversé Moussa, dénigrant ainsi la lutte et le sacrifice des martyrs. Il a fallu notre rencontre de 2009 pour sortir Moussa de ses doutes et tourments sur les causes de son renversement. C'est pour aider Moussa à comprendre ce qui s'est passé que Issa Mériko, qui avait déjà rencontré Moussa Traoré, a voulu que je le rencontre quand j'étais en vacances au Mali. Oumar Mériko, qui était à Abidjan, a jeté le discrédit sur le procès de Moussa en apparaissant comme témoin à la barre pour les crimes de sang commis quand lui était à 1000 km de Bamako. Moi qui suis sorti seul avec un micro devant de nombreux leaders de l'AEM et l'hôpital plein de monde, il m'a interdit de parole à toutes les réunions de l'AEM depuis le 26 mars jusqu'à son départ forcé et à son exclusion de l'AEM en octobre 1991. Ce qui permit notre sortie du CTSP qui servait à le couvrir contre l'exclusion de l'AEM qui l'attendait dès son retour. Il avait démissionné devant l'ampli plein à l'ENA le 17 mars. J'allais le forcer à rester démissionnaire. Voilà pourquoi il me coupait la parole car il voulait manger avec grosse voiture et salaire de ministre étant étudiant.
Il s'est débrouillé pour que l'AEM fondateur du mouvement démocratique ait un seul représentant au CTSP, tandis que les associations qui sont venues ont eu 3 délégués au CTSP, ou plus, comme l'armée. Il n'a jamais voulu qu'un autre nom soit associé à la lutte de l'AEM. Camarade Oumar, tu es coupable de parjure et de faux témoignages également au procès de Moussa en 1991. Peut-être que Moussa Traoré témoignera à décharge à ton procès en vrai témoin pour une fois. Peut-être que Moussa rencontrera son pote Amadou Nba, ton camarade de bureau qui a remis à Moussa sa lettre de démission au palais le 24 mars 1991 quand mon ami Idrissa Traoré, bâtonnier de l'ordre, tremblait trop et était incapable de remettre la lettre à Moussa, qui est vraiment intimidant quand on le regarde de profil droit. Si l'AEM devait cacher un leader, c'était le cerveau de la révolution, celui qui avait écrit la stratégie et mis en place les structures dans les quartiers. Au lieu de cela, je me suis retrouvé avec un micro sous les balles durant la Révolution quand toi tu étais dans la douceur d'Abidjan. Ça méritait un « merci camarade », au moins, toutes ces années, tu crois pas? Vas-tu enfin rendre aux victimes, aux martyrs, aux vrais combattants et aux partisans de la Révolution, leur honneur et leur dignité que tu as volé et bafoué pendant 28 ans? Le temps de payer a sonné. Les martyrs ont besoin de lumière. Ils ont besoin de sortir de ton ombre, ô toi grand révolutionnaire si important qu'il fallait te cacher à la place des enfants et des femmes que tu étais censé défendre et protéger de ton corps de brave. Moussa Mara a fait la girouette et la trahison de tous les côtés, comme son père qui torturait ses propres amis Takoro, Kissima et Karim après leur arrestation le 18 février 1968, pour qu'ils dénoncent leur complice qui n'était autre que lui, Joseph. Ses camarades sont restés dignes et ne l'ont pas dénoncé malgré le fait qu'il les torturait. Leur honneur d'officier était plus important pour eux que pour Joseph le Guinéen devenu souverain malien, qui fut d'ailleurs arrêté un an plus tard pour corruption massive, vol et racket d'innocents en mars 1979, pour être jeté dans le même avion que ses ex-amis pour 10 ans de tôle au bagne de Taoudéni. Ibrahim Keïta, qui ne sait même pas qu'il doit sa carrière de ministre et de Premier ministre et de président aujourd'hui par ricochet au sacrifice de Ramatoulaye, la fille de Karim, a nommé Mara le fils de Joseph Mara, ministre puis Premier ministre à cause de sa collision avec Sanogo. Yes Samake, qui accompagnait Mara partout pour chercher 50 postes dans la transition pour les maires, a eu son poste d'ambassadeur pour les mêmes raisons. Ye et Mara ont piégé et éliminé Zou de la course pour le poste de Premier ministre de transition, en faisant la promotion de Cheikh Oumar Diarra, et en conseillant à Sanogo de chercher protection sinon d'utiliser le pauvre Moussa sans défense avec cet appât. Quand ils en ont eu marre de mon frère Cheikh Modibo Diarra, beau-fils de Moussa Traoré, et peu favorable comme Zoumana Sako, à leur volonté de pillage économique due à leur éducation familiale de voleurs de père en fils, ils ont poussé les jeunes à l'humilier, Sanogo le traitant de Tiani, ce qui entre Diarra et Sanogo est un cousini, j'entends normal, mais dit comme ça en le débarquant, ce n'était pas de la plaisanterie. D'ailleurs à vérifier si Amadou Sanogo connaît le lien qui lie Diarra, Traoré et Sanogo. Si Moussa Traoré était en quoi que ce soit derrière les mutins ou avait la moindre influence sur Sanogo, Cheikh Modibo ne serait pas débarqué comme il l'a été. Jamais. Mariam ne l'aurait pas permis, surtout après la mort de Mamadou Diarra, son frère, le matin du 26 mars à cause du goût exagéré de son mari pour le pouvoir. J'ai dit Moussa est à ma botte pour plusieurs raisons. Il est vivant car j'étais ouvertement l'un des premiers à réclamer qu'on ne le tue pas. Il fallait qu'il vive pour avoir des remords toute sa vie. Plus de 200 morts et des milliers de blessés avec sa propre armée, ça ne s'oublie jamais. Je n'ai jamais été partisan de la peine de mort contrairement à Moussa lui-même. Il faut montrer sa différence sinon ça ne sert à rien de condamner un autre. Je n'aurais jamais autorisé quelqu'un à le tuer, sans combattre cette personne de toutes mes forces, et s'il réussissait malgré tout, je l'aurais fait payer plus tard quand j'en aurais eu les moyens comme le 5 avril 1993. J'ai prévenu Zoumana Sako de s'éloigner de Mara et Ye, quand je suis venu trouver Mara assis dans son bureau comme un président, quelques jours après le retour au calme et la fin de la mutinerie qui m'avait poussé à la tâche encore une fois de plus dans Bamako sous les coups de feu.
Marat a passé une journée entière à faire une déclaration d'une demi-page et il empêchait les autres de le faire. Il a fallu qu'on m'appelle pour venir le gronder et de conduire la rédaction du communiqué moi-même. Je savais que Marat et les autres autour de lui étaient déjà allés à Kaati, et d'ailleurs un jeune mutin enregistrait les conversations lors de la réunion. Nous étions fliqués et intimidés par Sanogo. Il ne savait peut-être pas que j'avais un mandat du président Amadou Toumani Touré qui m'avait confié le pays pour bien de raisons. Par exemple, si la mutinerie se prolongeait et si je n'arrivais pas à calmer les mutins, je devais organiser la prise en charge des blessés dans les hôpitaux comme durant la Révolution, et il savait aussi que je n'hésiterais pas à sortir et à me promener dans Bamako sous le feu comme en 1991, et même avec un micro s'il le fallait, ou à prendre la mesure appropriée pour combattre les mutins si je n'arrivais pas à les calmer. Heureusement, ils sont venus à moi quasiment au même moment que ATT lui-même. Ils ont tous lâché ATT qui les a tout nourris à un moment ou un autre, à commencer par Ibrahim et Marat. Heureusement pour moi que les mutins n'étaient pas au courant qu'ATT, dans un ultime geste de sagesse envers le peuple malien, m'avait confié le Mali pour ne pas laisser le vide total, et sachant que tous ceux qui ont mangé avec lui étaient des cibles qui étaient déjà injoignables depuis son départ forcé du palais, et qui n'allaient jamais ressortir de leur trou sans mes efforts auprès des notables de Bamako que j'avais déjà rencontrés afin qu'ils veillent sur la ville pour permettre aux mutins de rentrer dans les camps et de faire taire les armes. Les mutins ne savaient pas quoi faire dans la ville. Sans conseil, ils seraient probablement restés dans la ville pendant des jours encore et pendant des semaines, souvent à tirer inutilement en l'air, et c'en était fini pour Bamako et pour le Mali. Nous étions au bord du chaos comme en Somalie. Je n'ai pas dit mon rôle aux mutins durant ou après la mutinerie. J'ai gardé profil bas pour ma propre sécurité durant la transition et pour la sécurité de tous mes proches et de celle du président Dion Kouda, minimisée à tort par la classe politique pourrie sortie de son trou après le retour au calme. Il fallait respecter la Constitution. Le départ du président ne peut pas signifier automatiquement la fin de la fonction présidentielle ou un vide politique. C'était vers le président Dion Kouda que l'ensemble du Mali devait aller pour une transition pacifique, une armée forte, et un pays digne qui sait régler ses problèmes politiques en interne comme en mars 1991. Dion Kouda ne pouvait rien faire pour personne, mais Ibrahim aurait dû aller chercher et ramener ATT et sa famille en les logeant à la même enseigne que Alpha avec maison, bureau et sécurité personnelle renforcée. Il peut être encore utile pour le Mali, surtout sur la scène internationale. Il aurait pu aider Ibrahim à gouverner. Au lieu de cela, Ibrahim l'a utilisé de manière indigne. Il y a certaines fautes que Dieu fait payer naturellement. Obliger ATT à faire la campagne d'Ibeka, qui peut le croire s'il n'y était pas contraint. Comme s'il ne suffisait pas de souiller déjà la mémoire de Ramatoulaye et de tous les martyrs en achetant les votes. Lui et d'autres doivent répondre de cela devant la justice. Il n'y a aucune prescription en la matière, car ils ont mis eux-mêmes la justice en pause. Il faut que toute la lumière soit faite sur les événements de mars 2012, et il est primordial de sanctionner tous les leaders politiques qui se sont assis sur la Constitution qui les nourrit. Ils ont trahi les martyrs et les démocrates du monde entier. Ils ont trahi le peuple malien, déstabilisé l'armée malienne, mis notre pays à découvert en livrant les populations à eux-mêmes face aux rebelles dans les zones non occupées par la rébellion mais désertées par l'armée et l'administration. Ceux qui sont allés à Katy sont les vrais responsables indirects de la présence française et des assassinats commis par Sanogo durant la transition. Ils ne peuvent pas et ne doivent pas s'en sortir au risque de faire un précédent fâcheux qui fera planer le doute sur la solidité des institutions démocratiques pour des décennies. Il faut les arrêter immédiatement avant qu'ils ne fuient le pays, afin qu'ils soient jugés avec Sanogo. Par respect pour l'armée et ses lois de commandement, il faut libérer les autres mutins qui étaient aux ordres du sanguinaire Sanogo qui les avait trahis au profit de l'argent et de la corruption encouragée par la classe politique affamée qui l'a mis au centre du jeu quand il n'y était pas du tout. Un soldat doit obéir aux ordres et la fermer. Les subalternes ne pouvaient plus s'opposer à Sanogo, le pilleur de la douane, sous le contrôle des affamés et des politiciens pourris en quête de fonds pour leur campagne présidentielle.
Il faut permettre à ATT de rentrer immédiatement en toute sécurité et sûr d'être logé et totalement pris en charge à l'instar de l'ancien président Alpha. Si Alpha peut être utile à la francophonie, Amadou peut l'être encore plus au Mali et à l'Afrique grâce à ses talents naturels de diplomate pouvant intervenir comme médiateur dans les crises à travers l'Afrique et le monde. Par reconnaissance des énormes services rendus, il a droit à notre respect, malgré la corruption de son régime à l'instar des régimes précédents ou suivants. Ibrahim Keïta doit démissionner pour répondre devant la justice pour un certain nombre de chefs d'inculpation dont la haute trahison, corruption, détournement de fonds et de l'aide militaire, tentative de coup d'État et collusion avec Sanogo au détriment des mutins et du peuple malien et ses institutions. Moussa ne peut pas vivre à Bamako et que Amadou soit obligé de vivre à Dakar. Il est mieux au Mali. Il n'a pas à être intimidé ou inquiété par des politiciens encore plus pourris que lui, et qui, contrairement à lui, n'ont rien fait pour le Mali et sa démocratie en dehors du pillage économique et moral. En plus de ATT, il y a Safiatou Traoré, sa seconde épouse, une camarade de l'AEM qui me conduisait partout à Bamako avec sa moto pour éteindre le feu dans les écoles. Elle était secrétaire générale du lycée Notre-Dame et secrétaire adjointe à l'information du bureau de coordination de 1992 à 1993. Tout comme ATT, elle a participé à la Révolution. Nous n'oublions pas nos aînés, et encore moins nos cadets. Le Mali doit protéger les siens. Que Dieu protège et aide la famille unique et indivisible du Mali. Agibou Koné, président du mouvement Ayélé, ouvrir. Président du bureau de coordination de crise. Président du gouvernement fantôme du Mali.